Bonjour encore, bonjour à tout le monde, bienvenue sur FCR, restez connectés, bienvenue encore à tous. Bonjour à tous, bienvenue encore sur FCR, ce canal qui influence votre quotidien, ce canal qui vous parle de nouveaux sujets, qui vous parle des valeurs qui quand même auxquelles nous tenons beaucoup et auxquelles nous revenons chaque jour de notre vie. Alors bienvenue encore sur ce canal qui, pour tellement de femmes, est important. Ce canal qui parle des femmes qui nous entourent, nos connaissances, la voisine du quartier, votre tante, votre cousine, votre sœur, votre parent, etc. Merci encore de vous connecter et encore bienvenue à tout le monde. On va parler d'un nouveau sujet, une nouvelle affaire qui concerne tout le monde. Vous savez, les relations médiocres, il y en a tellement qu'on ne pourrait pas en compter. Est-ce que vous êtes tombée amoureuse plusieurs fois? Est-ce que ça n'a pas fonctionné? Est-ce que, à peine vous avez commencé une relation, que tout est tombé à l'eau? Et ça s'est passé plusieurs fois quand même. Étiez-vous prête à vous marier et malheureusement, à la dernière minute, rien ne s'est passé comme vous le voulez? À peine vous avez commencé une discussion avec une nouvelle personne, que cela n'a plus continué. Avez-vous cru qu'il était différent en réalité? Mais finalement, c'est le même scénario que le précédent que vous avez rencontré. Et puis, mine de rien, malgré vos efforts, votre détermination, c'est quand même resté un silence radio. Zzz. Avez-vous fait le bilan pour vous rendre compte que vous n'avez qu'accumulé des relations médiocres? Bienvenue encore à tous, vous êtes bien sur FCR, le canal des femmes célibataires qui réussissent et un canal pour tellement de personnes qui sont seules et temporairement seules. Mais c'est un canal qui parle d'un fléau qui touche tout le monde, qui peut toucher tout le monde à n'importe quel stade de la vie, malheureusement. Ici, nous réfléchissons et nous prenons de nouvelles résolutions, de nouvelles décisions. Nous acceptons le changement de cap. On se définit en fait une nouvelle révolution psycho-spirituelle pour devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Souvent, vous savez, quand vous êtes une personne qui tombe plusieurs fois, la société se moque de vous. Les gens vous regardent d'une manière bizarre. Et souvent, on se moque de ces femmes qui ont des difficultés relationnelles ou interpersonnelles, mais vous allez comprendre qu'avec FCR, ce sont des choses qui arrivent à tellement de personnes, sous diverses formes, à différents stades de la vie, que vous allez simplement chercher à régler votre cas, qui est définitivement temporaire, que de vous occuper des autres ou de regarder des autres. Les femmes, encore seules pour le moment bien sûr, finissent par réussir avec femmes célibataires réussies. Pourquoi? Parce que c'est important de le mentionner. Parce que c'est important de savoir qu'au-delà des difficultés, on s'en sort et ce n'est pas une course sans fin. On n'est pas dans un show de déception, loin de là, juste pour annoncer quand même le décor, que c'est vraiment un sujet sérieux. Ce n'est pas du jeu. Par contre, à FCR, vous allez apprendre des difficultés, vous allez apprendre des défis que vous avez vécus, vous allez comprendre qu'on ne doit pas se morfondre, on ne doit pas passer notre temps à pleurer. Il y a des défis, c'est sûr, mais on est là pour s'épauler. Et dans tous les cas, on s'en sort. Un point, c'est tout. Alors, bienvenue encore. Vraiment, je tenais à faire un développement important de la raison d'être de femmes célibataires réussites parce que c'est vraiment capital de comprendre qu'il y a des personnes qui vivent des situations desquelles il faut sortir. Et là, je viens avec un sujet encore. Les gens vont se dire, c'est encore quoi ce titre-là? C'est encore quoi cette affaire? De quoi elle veut parler encore? Ne vous inquiétez pas, j'ai plein de choses à dire. Moi, je devrais écrire des tomes de livres. Vraiment, tous les jours, je peux vous sortir de nouvelles affaires. Mais pas des nouvelles affaires
qui se développent aujourd'hui dans ma tête ou dans ma vie, mais des choses que j'ai vues dans mon passé et des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai appris et des choses que j'ai compris, qu'on m'a inculquées comme valeur depuis que je suis enfant, mais que j'ai finalement réalisé qui était vraiment important, ou j'ai réalisé que peut-être j'aurais dû faire autrement ou apprendre autrement ou comprendre autrement. Alors, on va aller dans le vif du sujet aujourd'hui. Je prends mon calepin. Le titre, c'est « Faire le deuil des relations médiocres ». On n'entend pas souvent parler de relations médiocres ou de la médiocrité. Vous savez, un jour, ça c'est une tranche de vie que je vais partager avec vous. Un jour, un homme m'a fait une proposition que je vais appeler charnelle. Vous voyez, ceux qui vont comprendre vont comprendre. Un jour, cet homme me fait cette proposition charnelle et moi, honnêtement, j'ai ri. J'ai tellement ri, j'ai dit, mais attends, je rêve ou quoi? C'est quoi ce que tu es en train de me dire là? Et là, la personne répète encore. Et là, je ris encore. Parce que je me dis en fait dans ma tête que non, ça se peut pas qu'il me dise ce genre de choses. Là, je viens de parler comme une Québécoise. Donc là, je me suis dit, c'est pas normal. Il peut pas me parler de cette façon, en fait. Donc, plutôt que de parler ou d'avoir des expressions peut-être négatives, je vais dire, moi, j'ai souvent des rires nerveux. Et j'ai ri, en fait. J'ai dit, mais c'est quoi ce que tu dis là? Il répète encore. Et là, j'ai ri encore. J'ai dit, mais écoute, il faut arrêter de me faire des prépositions médiocres de ce genre-là. C'est quoi ça? Parce que pire, en fait, c'est un ami. En tout cas, supposé être un ami. Et parce que normalement, être un ami, c'est quelqu'un qui vous apprécie pour votre moralité, vos aptitudes, ne serait-ce que cognitives, vous voyez, ou au moins vos aptitudes à penser, au moins d'agir, ou à être une plus-value dans la société. Sinon, je ne comprends pas pourquoi on serait des amis en réalité. Mais non, cette personne n'avait pas du tout ça en tête. Et en voyant ma tête à moi, on dirait que lui n'a pas vu ça. Pour lui, probablement, j'avais pas tant de valeur morale à ses yeux. Mais n'empêche, j'ai appris une chose importante de tout ça. Et je vais profiter de ce moment pour vous le partager. Vos amis, que ce soit femmes ou hommes, ne sont pas vos frères ou vos sœurs. Peu de personnes, et même si c'était vos frères ou sœurs, des fois avec l'âge et des fois avec la réalité de la vie ou après un décès d'un parent, c'est là qu'on sait vraiment qu'on est des frères ou des sœurs de sang. Parce que ce n'est pas nécessairement ce qu'on croit. Les frères et sœurs finissent par vivre ces moments de défi où ils doivent se redéfinir, où ils doivent redéfinir leur lien, où ils doivent redéfinir vraiment leur lien de sang, où ils doivent vraiment se dire et décider que vraiment, je suis ton frère, je suis ta sœur. Ça passe par des moments pas faciles, mais quand tu traverses ces moments-là, tu sais que vraiment ça c'est ma sœur, vraiment ça c'est mon frère. Vos amis ne sont pas vos frères ou sœurs. Oubliez ça. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes amis que vous voyez dans la tête de cet ami. Parce qu'en réalité, peu de personnes, quand bien même ils vous entourent, ils sont autour de vous, ils gravitent autour de vous, comme les abeilles gravitent autour du miel qu'elles fabriquent elles-mêmes. Peu de personnes vous estiment sérieusement ou sincèrement. Vous n'avez pas nécessairement de valeur aux yeux des gens autour de vous que lorsque vous les surpassez, si vous êtes le star, si vous leur donnez, je ne sais pas, le gagne-pain du jour, ou peut-être si vous êtes au même niveau qu'eux. Donc, si vous n'êtes pas dans la même classe sociale, au même rang financier que eux, ou au même niveau, ou bien ils ne se retrouvent pas genre, dans leur tête en compétition avec vous, mais vous ne savez pas nécessairement, c'est là seulement vous pensez que vous êtes des amis. Ou des fois, vous savez qu'on est à l'école, on est jeunes. Les jeunes, ils sont innocents. Ils n'attendent pas de voir tout ce que nous, les adultes, voient en fait. Vois-tu, maison, rang social, ton papa, ta maman. Les jeunes ne voient pas ça. Des fois, même un jeune qui a ses parents aura pitié d'un jeune qui n'a pas ses parents pour dire, écoute, il ira même voir ses parents pour dire, écoutez, papa, maman, mon ami Paul, il n'a pas de parents, il n'a pas de papa, il n'a pas de maman. Est-ce que vous pouvez être son papa, vous pouvez être sa maman? Des fois, il y a des enfants très gentils qui veulent tout partager, qui sont sincères, qui sont tellement des amours. Mais ça, c'est l'enfance. Donc, juste pour vous ramener en fait sur la terre, là, des adultes, que en réalité, l'amitié n'est pas ce que vous croyez. Alors moi, ce monsieur qui me fait cette proposition médiocre, vraiment, le mot médiocrité
est sorti de ma bouche ce jour-là, j'étais vraiment étonnée moi-même et j'ai vraiment compris ce que ça veut dire. Quand je dis médiocre, vous avez une idée, mais je vais aller plus en profondeur parce que c'est le but de FCL. Les choses sur lesquelles on ne réfléchit pas toujours vraiment, moi je vais aller jusqu'au bout parce que c'est important de décortiquer chaque élément. Ça permet de rassembler, comme une cartographie, de rassembler les éléments et puis de se situer et de savoir où on est et où on veut aller. Tout ça pour vous dire en réalité que la médiocrité, ça existe, mes instincts intimes. C'est une réalité. La médiocrité, en fait, c'est tout ce qui est en dessous de la moyenne, c'est-à-dire en bas. Il y a un milieu là et ce qui est médiocre, c'est en bas. Si ce n'était pas médiocre, ce serait en haut et ce ne serait vraiment pas médiocre. Donc la médiocrité, c'est tout ce qui est en bas de la moyenne. La moyenne, on va en parler plus tard, qui est insuffisant. Si vous regardez la définition du mot médiocre d'un dictionnaire, c'est à peu près ça en général. En dessous de la moyenne qui est insuffisant. Et une relation médiocre, maintenant, c'est une relation sans respect de vos personnalités, qui a peu de capacité à vous propulser ensemble, vous les deux partenaires, comme couple, à vous construire, vous bâtir des liens durables, visibles, palpables. Et je pèse mes mots. Une personne, en fait, peut vous traiter médiocrement ou faire des propositions médiocres, c'est-à-dire sans respect, teinté d'ombre de mensonges, de non-dits, ou simplement en fait parce qu'elle juge que elle au moins vient vous faire une proposition parce que selon elle, vous n'en avez pas d'autres ou vous ne valez pas la moyenne que vous aurez peut-être mérité ou que vous aurez bien voulu. Vous savez, en fait, quand je parle de médiocrité, les gens peuvent penser qu'on souhaite être excellent. Non, on ne peut pas être excellent dans tout et pas dans tous les domaines, ça c'est sûr. Mais il faut rechercher la moyenne acceptable de la vie, mes instincts intimes. Sinon, comme quelqu'un le dit, vous allez quitter dans ça ne va pas du tout pour vous rendre dans ça ne va pas aussi. Il faut rechercher la norme, en fait. Quand je parle de moyenne, et c'est là que je vais en venir maintenant. Quand je parle de moyenne, la moyenne, on va dire que c'est difficile. Vous comprenez, chacun va dire ma culture, mon pays, ma zone, mon continent, mon haut, mon bas, mon pôle nord, mon pôle sud, tout le monde va dire. Mais en réalité, tout le monde sait. On le sait tous, là. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on va monter de midi à 14 heures. On sait la moyenne acceptable. Donc, il faut rechercher en fait cette norme-là. Cette norme qui, selon les valeurs morales de bienséance, dont vous-même vous pouvez être fier. S'il y a quelque chose que vous voulez poser comme action, dont vous n'êtes pas fier, je vous conseille, réfléchissez 2 fois avant d'agir, ou 7 fois. Parce que si vous n'êtes pas fier de l'appliquer, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Si c'est quelque chose dont vous devez vous cacher, peut-être que ça ne va pas. C'est peut-être quelque chose dont vous avez honte. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soyez honnête avec vous-même, parce que là, on est dans l'honnêteté. C'est-à-dire, soyez sincère. Soyez sincère envers vous-même. Et je vais répéter. Si les valeurs morales de bienséance dont vous-même vous pouvez être fier, brandies aux yeux, au vu de tout le monde, ne se retrouvent pas dans cette relation que vous voulez amorcer, que vous voulez commencer, ou que vous apercevez de loin, ou que quelqu'un vient vous proposer médiocrement, n'oubliez pas que FCR vous a dit de mettre un frein. Je vous donne un exemple. Vous savez bien que juste avoir un copain, là, juste avoir un petit ami, un chum pour certains, un copain, je ne sais pas comment vous dites ailleurs, encore d'autres, je sais pas. My boyfriend, voilà en anglais. Ce n'est pas vraiment une fierté. Parce que est-ce qu'à la longue, c'est-à-dire vous vous propulsez dans 10 ans, dans 20 ans, vous voulez que cette personne soit toujours votre boyfriend, votre copain, votre chum, ce genre de termes-là, est-ce que c'est ce que vous recherchez? Si ce n'est pas ça, réfléchissez avant d'agir. Ce n'est pas une fierté, alors ça se peut que vous n'êtes pas dans la norme. Ça se peut qu'il y ait quelque chose qui ne marche pas. Et souvent, vous savez qu'on est dans la tranche de 18 à 30, bon, 30 ans, c'est peut-être un peu poussé, mais 18 à 27 ans, des fois, on surfe. Mais n'oubliez pas que l'homme et la femme, c'est pas la même chose. L'homme, il va aller
en douceur. La femme, ça va un tout petit peu plus vite. Mais quand vous allez à la vitesse de croisière, vous atteignez le niveau de 27, 30. La courbe de l'homme monte et la courbe de la femme commence à décroître un peu. Donc, méfiez-vous de cette période-là si vous êtes dans la tranche de 18 à 27 ans et vous sentez que vous êtes en train de jouer avec ce terme-là. Et vous sentez que vous jouez avec ce mot-là. Si ça revient tout le temps dans votre relation, que c'est tout le temps ça, vous devez vraiment réfléchir pour ne pas arriver à là où vous n'avez pas envie. Et ce qui est difficile, vous allez voir plus tard, c'est les conséquences, les séquelles, les traces que ça laisse. Ça vous transforme, c'est toute une vie et c'est toutes les chaînes qui composent la vie de la femme qui sont affectées. Ce n'est pas un élément. Vous savez, un homme, il peut quasiment mourir avec sa tristesse. Une femme, c'est très difficile. Ce n'est pas pour vous faire peur, ce n'est pas pour dire que vous n'êtes pas capable, ce n'est pas pour dire que vous ne valez rien. Ceux qui me connaissent. En tout cas, je respecte beaucoup la femme. Vous savez tout ce que je dis à propos de la femme. Je fais cette émission pour mes sœurs, pour des cousines, des tantes, des amis, des personnes qui ont besoin de les entendre. Mais il faut des fois qu'on soit très honnête. Et l'honnêteté, ça ne manque pas. Le sens de l'éthique, là, c'est dans tout ce qu'on fait. Vous comprenez? Et je ne peux pas avoir vécu des choses et vouloir vraiment souhaiter que d'autres fassent mieux que moi et vous encourager dans quelque chose qui n'est pas bon. Ça, là, de toute façon, vous pouvez voir ma chaîne sur Facebook, sur Instagram et sur le site Internet. Je ne fais pas les choses juste parce que je veux vendre quelque chose. Non. Moi, FCNE, c'est vraiment ma volonté, ma détermination, mon plaisir, une passion de communiquer, de transmettre le savoir. Alors, si avoir un copain, selon les normes, les valeurs morales de bienséance dont vous-même pouvez être fier, n'est pas une fierté vraiment pour vous, réfléchissez. Il se peut que vous soyez dans quelque chose de médiocre. Donc, alors, une relation médiocre, en réalité, ne va pas vous permettre d'aller dans la moyenne des couples qui se respectent, en fait. Et quel que soit le monde où vous êtes, je ne sais pas de quel pays vous m'écoutez, de quel continent, de quelle ville, de quelle culture vous appartenez, peu importe. Si votre couple que vous formez, votre relation, ne vous permet pas d'aller dans la moyenne des couples qui se respectent et que vous êtes toujours en bas de cette moyenne-là, c'est-à-dire dans la médiocrité, ne vous dites pas cette phrase que beaucoup d'entre nous le disent souvent, « Oh, je vais faire avec le temps. Oh non, je vais voir. Oh non, il faut être patient. » Attention. Je vous dis, attention. Révisez votre position, revoyez-vous et faites attention. Aujourd'hui, je viens parler vraiment du fait qu'il y a plusieurs personnes qui ont vécu une succession de relations médiocres. Sinon, elle serait mariée et joyeusement mariée en train de vivre d'autres défis et elle ne serait pas dans une phase temporaire de solitude. Ce n'est pas facile à dire, ce n'est pas facile de se regarder en face dans un miroir et de se dire « Oh, j'ai vécu que des situations médiocres, j'ai eu des relations médiocres. » Mais il y en a tellement qu'il fallait que quelqu'un en parle. Il fallait que je vous revienne là-dessus. J'en ai vécu d'autres aussi. Vous voyez, j'en ai vécu d'autres. Alors donc, je vais recentrer tout le monde maintenant à ça. On va revenir à nos moutons de sujet du jour. Donc, en fait, les relations médiocres, il y en a de toutes les sortes. Je préfère même ne pas vraiment aller dans les détails, commencer par dire, oh, quand c'est comme ça, c'est une relation médiocre. Mais ce qui est sûr, une chose est certaine, au début, je l'ai dit. Êtes-vous tombé amoureuse plusieurs fois et ça n'a pas fonctionné? Avez-vous à peine commencé plusieurs relations et tout est tombé à l'eau? Étiez-vous prête à vous marier et malheureusement, dernière minute, oups, ça n'a pas marché? Avez-vous à peine commencé une discussion et ça n'a plus continué? C'est-à-dire, on vous a plus rappelé. Et ça s'est répété plusieurs fois. Avez-vous cru qu'il était différent celui-là? Mais finalement, c'est le même scénario que le précédent. Et encore, mine de rien, c'est pas parce qu'il n'était pas différent que le précédent que vous avez laissé. Vous êtes resté, vous avez dit, bon, on va faire un peu d'effort, on va être un peu patient, peut-être c'est moi qui déconne, c'est moi qui comprends pas. Et puis malgré tout, ça n'a pas fonctionné. Avez-vous fait le bilan de tout ce que vous avez vécu? Et ça, il faut encourager tout le monde à le faire régulièrement.
et vous êtes dit que vraiment, je ne suis tombé que sur des relations médiocres, en dessous de la moyenne. Alors, vous comprenez, on va revenir encore à ça. Et si vous vous êtes retrouvé à travers ça, vous savez, tout ce genre de choses, les personnes que nous rencontrons, que ce soit des femmes ou des hommes, ça nous laisse des fois des séquelles, des blessures, des masques, des ombres de tristesse, des soupirs profonds. Vous savez, les ombres de tristesse, ça devient un masque. Parce que tellement tu es triste que ça se reflète sur toi, se reflète dans tout ce que tu vas faire. Des insomnies, de longs moments sans joie. Et tout ça, ça fait quoi en fait? Ça ne fait que vous détruire. En réalité, ça ne fait que détruire qui vous êtes. Parce qu'au lieu de passer votre temps à vivre pour vous, ou vos objectifs et vos ambitions, vous ressassez les mauvais moments. Vous pensez à l'autre qui est en train de vivre sa vie. Vous êtes en train de faire revivre cette pensée. Vous voyez les souris dans les cages là, qui tournent, comme le hamster, comme on dit. Et ça ne finit pas. Mais c'est ça. Vous faites vivre quelque chose dans votre cerveau qui n'existe pas même dans la réalité. Est-ce que vous pouvez vous en sortir? La personne se pose la question parce qu'à un moment donné, quand tu n'as fait qu'accumuler ça, tu te demandes, est-ce que tu peux vivre comme ça? Est-ce que tu peux t'en sortir? Est-ce que ça va toujours être ça ton quotidien? Non. Une chance. Une chance. Ce n'est pas ça qui va être votre vie. Vous pouvez décider la vie que vous voulez vivre. Oui. Et pour le faire, ça prend de faire un deuil. Peut-être même que vous êtes en relation et que tout a l'air de pas se passer bien. Mais des fois, vous posez des actions qui sont des teintures de ce que vous avez vécu avant et le partenaire passe son temps à vous dire « Ah, mais pourquoi tu me traites comme ça? Oh, tu exagères. Je trouve que tu es têtu. Je trouve que tu comprends pas. Je trouve que si. » Parce que moi, AFCL, il faut le côté pratique. Parce que c'est bien beau la théorie de parler français, de donner les définitions, médiocrité. Peut-être la personne n'a pas compris. Mais si même tu es en couple, et que la personne te reproche des choses et que tu fais ton bilan, tu te rends compte que c'est parce que, en fait, quand j'étais avec Mamadou, c'était comme ça. Oh, tu sais, quand j'étais mon père, ma mère, il y a quelque chose qui s'est passé et qui a fait que je suis devenue comme ça. Ça, c'est un bilan. Et quand vous faites ce récapitulatif et vous prenez conscience, vous devez faire un deuil. Faire le deuil. En fait, le deuil, ce n'est pas la même chose que faire un deuil d'un parent décédé ou d'une personne dont vous étiez amoureux, c'était votre mari qui est décédé, paix à leurs âmes en plus. C'est pas la même chose. Mais le deuil d'une relation, c'est vraiment différent. Le deuil d'une relation qui n'a pas fonctionné, c'est important de le faire. Pourquoi? Parce que l'idéal est de se quitter de commun accord. Mais ça encore, dans le cas d'un homme ou d'une femme, là, c'est rare. Parce que malheureusement, il y a toujours un goût amer du fait qu'il y a une personne qui aurait voulu que ça se passe mieux que ça. Il y a une personne qui ne voulait pas que ça finisse. Il y a une personne qui vraiment a tout fait, mais non, l'autre ne voulait pas. Vous voyez? Donc, c'est rare que les deux personnes, en fait, soient dégoûtées les deux, complètement dégoûtées les uns des autres, là. C'est rare. Il y a peut-être des conditions, mais c'est rare. Et moi, je ne vais pas détailler tout ça. Il y a tellement d'articles, en fait, qui parlent sur Internet du deuil. Mais c'est le deuil d'une relation médiocre. Vraiment, c'est important. Le deuil affectif qui va en découler est tellement important que vous devez vraiment faire un bilan de votre vie et savoir les éléments là où ça n'a pas marché, là où ça n'a pas fonctionné. Et c'est en cela que vraiment essayer d'accumuler moins de relations médiocres, c'est mieux. Donc, avant de commencer une relation, il faut vraiment peser le pour et le contre et réfléchir, en fait. Pour moins avoir des listes de relations que tu récapitules après sur une feuille de papier, c'est pas drôle. Parce que déjà écrit une relation, c'est pas facile. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ça devient long, ça devient un cahier. Donc, on se comprend, on fait attention. Alors, il y a des articles sur Internet et c'est très important de savoir distinguer les bons des mauvais qui vont vous parler de comment vivre une rupture ou réaliser un deuil affectif. Mais qui l'a essayé et puis est venu vous le dire? Je ne sais pas. Qui a réussi
après avoir essayé, est venue vous le dire. Vous n'entendez pas ça. Vous entendez juste un jour que elle s'est mariée en cachette en plus et c'est tout. Elle a eu un enfant un jour et c'est tout. Mais comment ils ont géré, ils ont traversé après avoir perdu totalement espoir, après avoir perdu totalement leur repère. On entend très peu parler de ce genre de deuil. Mais moi, sans vouloir dire que c'est parce que c'est moi ou autre, le but de FCL était vraiment de partager mon expérience et de partager ce que je connais. Alors, voilà un peu, nous allons parler maintenant du deuil des relations médias. Comment y arriver, comment le faire. Je pense que je le subdiviserai quand même en 7 étapes différentes. Donc, on a en numéro 1 jusqu'au numéro 7. Et je vais vous le dire. Numéro 1, vous devez vous libérer des gros regrets, du temps que vous avez consacré, ou des mois, des années, tout le temps que vous avez consacré selon vous a été perdu, vous devez vous libérer de ce regret-là. Vous devez vous libérer du regret, vous dites, oh, j'aurais dû vraiment refuser. C'est sûr que vous aurez dû refuser. C'est sûr que vous aurez dû faire attention. C'est sûr que vous n'auriez pas dû accepter l'invitation. C'est sûr que vous n'auriez pas dû prendre cet avion. C'est sûr que vous n'auriez pas dû le suivre dans ce pays. C'est sûr que vous n'auriez pas dû le suivre dans ce bar. C'est sûr que vous n'aurez pas dû lui ouvrir la porte de votre appartement. Il y a beaucoup de scénarios. Le regret, là, c'est dans toutes les formes. Vous n'aurez pas dû accepter sa crème glacée aussi. Bon, juste pour rire, hein. Mais en réalité, il y a plein de choses qu'on peut regretter. Mais il faut s'en libérer. Il faut se libérer, en fait, parce que même si c'est un regret, vous aurez voulu autrement, c'est déjà fait. La meilleure façon, c'est d'aller de l'avant. Pas de fermer les yeux, mais d'aller de l'avant. Ouvrez les yeux sur ce que vous avez compris, mais il faut avancer. Alors, on vient maintenant au numéro 2. Parce qu'une fois qu'on s'est libéré, une fois qu'on se dit, OK, j'assume, bon, un peu, hein, à ce stade-là, tu assumes un peu, tu avances. En numéro 2, l'étape numéro 2, vous devez respirer. Respirer. Vous avez compris? C'est pour vous dire que vous devez méditer. Je ne vous dis pas de pleurer. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver de pleurer. Pleurez un peu, mais méditez plus. Quand vous pleurez, dites-vous que ce n'est pas bon. Parce que déjà, votre santé, votre état d'esprit, et puis ça ne mérite pas des pleurs. Parce que justement, ça va amener des regrets. Donc, vous allez pleurer, hein, il n'y a pas de problème. Mais essayez de réduire le temps de pleurs pour arriver à juste méditer, respirer. Honnêtement, quand ça se passe, des fois, tu te demandes même si tu vas vivre. Parce que je sais qu'à cette étape-là, il y a quelqu'un qui est en train de se dire que, est-ce que c'est la SM même ce qu'elle dit? Oui, je sais qu'à cette étape, on est totalement perdu. Il y a un vide. Donc, en numéro 3, quand vous sentez ce vide, c'est le moment de faire la liste de vos torts. C'est le moment de voir là où vous n'aurez pas dû faire. C'est le moment d'écrire. Je n'ai pas dit de le ressasser. Parce que quand vous passez à regretter, c'est dans votre tête, ça tourne. Écrivez vos torts. Ce que tu n'aurais pas dû faire, écris-le. Qu'est-ce que tu as fait que tu n'aurais pas dû, que toi-même tu sais? Quels sont les défauts de toi-même que tu as observés dans ton comportement? Je n'ai pas de critiquer la personne, mais regarde toi ce que tu as accepté pour que cette relation existe dans ta vie en fait. Parce qu'elle aurait pu ne même pas exister, mais tu as permis en fait quelque part. Des fois, les hommes souvent se vantent en disant « Ah ben, quand une femme n'a pas accepté, il n'y a pas de possibilité. » Que même quand l'homme y veut, c'est parce que la femme a décidé qu'il y a une relation. Si la femme n'a pas accepté, il n'y a pas de relation. Donc, vous comprenez que quelque part, ils sont en train de nous dire, indirectement, que c'est toi qui as voulu. Alors, là où tu as voulu, et moi, j'aime toujours prendre le bon côté des choses, hein, sans vouloir stigmatiser. C'est pas parce qu'ils ont dit ça que moi, je le vois en mal pour dire que, oh, mais ils sont méchants. Non, moi, je vais plutôt voir le côté que, ok, sauf que c'est moi qui pouvais décider. Vous comprenez? Donc là, tu dois te dire, quels sont mes torts? Qu'est-ce que je n'aurais pas dû faire? Qu'est-ce que j'ai accepté qui a créé ça en fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, vous devez aussi
faire le scénario à côté. Qu'est-ce que cette personne avait qui n'était pas intéressante pour que vous vous retrouviez dans la moyenne supérieure, en fait, pour ne pas être dans la médiocrité. Et pour le faire correctement, je vous recommande de vous mettre à la lecture et de lire des livres comme celui que j'ai lu et que j'ai toujours avec moi, Are You the One for Me? Donc, je ne sais pas s'il y en a en français. Moi, je l'ai lu en anglais. Are You the One for Me a été vraiment un outil important pour moi. Ça m'a permis de faire la liste. Ça m'a même permis de traiter la dépendance affective aussi. Et de toute façon, la dépendance affective, il faut la traiter régulièrement. Mais ça m'a beaucoup aidé. Et quand j'ai pu lire ces livres-là, et ça c'est un parmi tant d'autres, j'en ai lu d'autres, j'ai compris que j'avais un rôle à jouer. J'ai compris qu'il y avait quelque part où ça n'allait pas. Donc au fur et à mesure, je peaufinais ma liste. Je faisais la liste de mes défauts et je regardais ce que les autres avaient ou ce qu'ils ont apporté qui n'était pas ce que je devais accepter en fait. Vous voyez? En fait, ce n'est pas nécessairement que l'autre est mauvais ou l'autre a mal fait. C'est que ça ne correspondait pas aussi à qui toi tu es. Donc, qu'est-ce que lui, avec quoi lui il est venu que toi tu n'aurais pas dû accepter, tu dois écrire ça. Alors, jusque-là, on a l'étape numéro 3. On vient maintenant à l'étape numéro 4. L'étape numéro 4, c'est que vous devez faire une nouvelle activité. Si vous n'en aviez pas au départ. Si vous en aviez beaucoup avant, ben, impliquez-vous plus. Souvent, bon, les filles, dès qu'elles sont dans l'amour, love, elles baissent toutes les autres activités là. Tu vois, ça fait une chute libre comme ça, et c'est terminé. C'est là où, des fois, tu es une personne active, même si tu es marié, et les gens disent que oh, tu es la dame qui impose, si tu es la dame qui se fait valoir, tu es la dame qui impose les choses. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. Tu es une personne qui a une vie, en fait. Tu es un humain avant de rencontrer ton partenaire. Et ton partenaire aussi est un humain avant de te rencontrer. Donc, si vous avez des activités, vous devez maintenir vos activités. Mais les hommes, généralement, vont maintenir, mais la femme, il y a beaucoup d'activités qui vont disparaître. Bon, je vous taquine, hein? On est entre nous. Mais vrai, c'est la vérité. Vous savez. Donc, il faut faire une activité si tu n'en avais pas. Si tu avais baissé le sport, il faut faire. Si tu avais le sport que tu faisais, fais un peu plus. Crée en tout cas quelque chose. Provoque en fait la rupture du lien que tu avais établi avec cette personne. Parce que en fait, on peut en tomber amoureux plusieurs fois. Je pense que j'ai déjà fait une émission là-dessus une fois. On peut en tomber amoureux plusieurs fois. Mais c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas intéressant de faire une liste d'amour, hein? Parce que là, quand on va vous demander de faire votre liste, la liste sera longue et ce n'est pas plaisant. Et honnêtement, quand vous savez qu'il y a quelque chose dont vous ne pouvez pas être fier, c'est-à-dire de tracer une liste longue de partenaires, passez vraiment, même si vous pouvez tomber amoureux plusieurs fois, limitez-vous juste à la personne qu'il vous faut, la bonne personne. Parce que la bonne personne, c'est tout ce qu'il y a de mieux. Sinon, vous allez tomber dans la définition de l'OMS que j'ai donnée la dernière fois. Et je vous réfère à l'émission passée ou l'avant-dernière, là, où j'expliquais, je donnais la définition d'une personne célibataire selon l'OMS. Alors, en réalité, vous comprenez que même si l'OMS donne des définitions qui vous ramènent à vous focaliser ou à rester vraiment avec une personne et le demeurer pour très longtemps, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que même si on peut tomber amoureux plusieurs fois, il faut se calmer et rester standard. Trouver la bonne personne, tomber amoureux plusieurs fois de la bonne personne. C'est en cela que même quand vous êtes en couple, il faut toujours vous revitaliser, vous transformer. Et chaque fois être une nouvelle personne. Et là, l'amour ne cesse de renaître. Comme un phénix qui renaît de ses cendres. Aussi simple que ça, c'est vrai. C'est pour ça que les gens disent ils mettent le piment, le piquant, le tout, le rouge, les fleurs, les roses, les épines, tout ça. C'est juste pour toujours entretenir la flamme de la relation. Et la flamme de la relation permet quoi? De toujours tomber amoureux plusieurs fois de la même personne. Alors, ça vous l'apprenez même quand vous n'êtes pas encore marié. Moi, je vous indique qu'il faut l'apprendre. Parce qu'après, il y a des aptitudes qu'il ne faut pas attendre d'être marié pour apprendre, en fait. Il faut vraiment les avoir avant. Comme ça, quand tu es marié, tu les appliques. Et tu es une autre femme. Et là, le monsieur, en tout cas, le partenaire lui-même se dit que, je suis tombé sur un numéro. Parce que voilà, tu as compris, avant de rentrer dans une relation, comment le faire.
Donc voilà, ouais, FCS, c'est ça. Hein. Moi, je dis, l'éducation de la femme, c'est tellement important. Il n'y a rien à dire. Il faut pas jouer avec ça. On a beaucoup de pain sur la planche, on a beaucoup de travail à faire. Et ce n'est pas d'attendre de se marier avant. Parce qu'il y a des femmes qui se sont mariées tôt, qui n'ont pas vécu ce que d'autres ont vécu, qui n'ont pas eu une période de célibat longue, et puis ils ne savent pas le faire. Et ça crée des problèmes pour rien. Donc, on apprend en même temps. On apprend, c'est ça la vie aussi. Donc, numéro 5, là, on était au numéro 4. Donc, vous faites une nouvelle activité, vous créez quelque chose, vous créez une entreprise, vous provoquez en fait la rupture de dans votre tête. Il faut créer quelque chose pour bouger en fait votre esprit, pour ne plus que l'esprit reste focalisé sur cette relation qui n'a pas marché. Numéro 5, mes essais intimes, restez humble et restez gentil. Vraiment, hein? Plutôt que de démontrer une haine, un dégoût, ça ne sert à rien en fait d'être rebelle, d'être désagréable, impoli, rancunier ou de vous fermer. Même si la personne vous appelle pour vous dire bonjour, dites bonjour. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez dire vraiment actuellement je ne peux pas parler. Vous pouvez dire ça. Mais restez correct. Apprenez à ne pas développer la haine, la rancune. Je vous ai déjà parlé de la colère, du cycle de la colère. Et les sentiments que je viens de citer ont les mêmes conséquences en fait que la colère. Ça n'a pas fait que noircir votre tableau, noircir votre esprit, noircir votre être. Et ça va donner raison à ceux qui vont dire après, oh, c'est parce que vous êtes seul que vous êtes désagréable. Ils ont même des thèmes encore plus grossiers que ça, que je vais pas dire, parce que moi, je suis pas là pour ça. Mais ne vous faites pas en fait une mauvaise pub à vous-même. En fait, comment vous dire ça? Vous êtes en train de faire le marketing, votre branding personnel. Voilà, on va utiliser les mots des femmes d'affaires, des mots de business, pas des femmes d'affaires. Il y a hommes d'affaires, femmes d'affaires. Donc, on va utiliser les mots du marketing. Vous êtes un personal branding. Vous devez vous vendre. Vous devez montrer qui vous êtes. Même quand vous tournez le dos, on doit lire sur votre dos qui vous êtes. Quand vous tournez de face, on doit lire sur votre face qui vous êtes. Et ce qu'on doit lire, c'est que c'est une personne agréable avec laquelle on peut discuter. Mais si vous êtes fermé, désagréable, d'écouter des choses, vous n'attirez personne. Vous n'intéressez personne. Vous ne vous aidez pas, vous ne plaisez pas. C'est pas facile, mais c'est ça la vérité. Et il ne faut pas laisser une situation médiocre en plus ternir votre avenir. Bon, moi, je ne vois pas du tout le but en fait. Ça n'a pas de valeur pour moi. Pour moi, c'est très, très important que malgré tout, vous demeurez vous-même et que vous avancez. Et c'est ça, femme célibataire réussie. On parle de quoi? De continuer de se développer, de continuer de grandir, de ne pas rester dans la médiocrité en fait. La médiocrité, ça ne sert à rien. C'est ça, la médiocrité ne sert à rien du tout. Aucunement, on peut être médiocre, on peut être désagréable, rebelle, rancunière, méchante, impolie, orgueilleuse, et que ça fait du bien en fait. Vous devez vous développer, vous améliorer. Vous ne devez pas vous faire une mauvaise pub. Et là, on va en arriver à l'étape 6. Le détachement. Je vous reviens dans quelques secondes. Alors, donc, je parlais du détachement. Le détachement, c'est une étape cruciale. Une étape vraiment importante. Au cours de laquelle tout chamboule dans notre vie. En fait, le choix de mettre un terme à la relation pour certains, ça veut dire détachement. Mais moi ici, le détachement, c'est pas ça. Ce n'est pas parce que vous avez dit que, oh non, finalement, ça ne marche plus entre toi et moi, on laisse faire, que tu t'es détaché. Non, au contraire. Tout se joue une fois que les deux personnes ne peuvent plus se voir ou bien ont vraiment compris qu'ils ne se verront plus. C'est là où l'étape 1 se passe, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, l'étape 5. Et là, on en arrive au détachement.
Le détachement, en fait, parce que tout à l'heure, excusez-moi, je reviens, le fait de mettre un terme à une relation, c'est vraiment une prise de conscience. Une prise de conscience que oh, j'ai fait une erreur. Bref, plein de choses. Mais le détachement, la nature du deuil d'une relation médiocre, ça fait partie de la liste en fait des situations qui vont vous obliger à gérer le détachement. J'ai été faire quelques recherches, vous me connaissez, un clin d'œil à William au passage. Les recherches m'ont permis de comprendre, et ça je l'avais déjà compris, c'est juste qu'il fallait que je trouve un terme vraiment pour vous l'expliquer clairement. Le détachement se définit en fait en unité temporelle, et ça c'est FCR qui le dit. Ce n'est pas quelque chose que j'ai trouvé. Le détachement se définit en unité temporelle. Au cours qui peut être temporaire, indéfini ou indéterminé si vous voulez, mais qui va s'opérer dans le temps et selon différents procédés. 1. Vous allez commencer à effectuer psychologiquement de manière latérale et dans le temps, ça va être un moment quand même, ça ne va pas être indéfini par contre. Vous allez déplacer dans votre pensée et vous dissocier de la personne qui est votre ex-partenaire. C'est-à-dire quoi? Et là où vient maintenant le côté pratique du FCR, vous ne faites plus rien ensemble. Vous ne vous parlez plus. Vous ne vous écrivez plus. Vous revivez des scénarios partagés, mais dans votre esprit, plus physiquement. Vous ne voyez plus physiquement. La place que la personne occupait dans ce fauteuil-là, vous ne la voyez plus dans ce fauteuil. Quand la personne venait vous taquiner à la cuisine, vous ne voyez plus cette personne à la cuisine. Quand la personne vous aidait à faire des courses, vous ne voyez plus que vous marchez avec cette personne. Donc, ce détachement temporel dans le temps va s'occuper, va s'accomplir en fait temporairement pendant une période. Avant que vous ne commencez par réaliser la partie numéro 2. Et c'est quoi? C'est la séparation psychologique. C'est une séparation qui s'occupe, qui va s'opérer comment? Pas une dissociation. Je l'associe en fait, excusez-moi la tautologie, j'associe cette dissociation à une déchirure difficile, c'est-à-dire vraiment douloureuse, difficile, qui va se traduire en dépression profonde, une grande tristesse, le gourmet, les maladies, des maux de tête, vous ne sortez plus de votre chambre, l'insomnie, vous n'avez plus faim. Vous allez à l'hôpital parce que vous faites des crises, comme des crises d'angoisse. En fait, vous savez de quoi on parle. Et là, vous vous rappelez, je vous ai déjà parlé de crises d'angoisse. Mais dans le cas de crise d'angoisse, vous êtes angoissé par quelque chose. Mais là, vous n'êtes pas angoissé parce que vous connaissez déjà le sens, c'est que la relation n'a pas fonctionné. La relation médiocre n'est pas allée là où vous croyez. Donc, vous voyez déjà que ça n'a pas marché. C'est mort. Mais ça fait tellement mal. Ça dépend de l'attachement que les gens malheureusement eu en ce moment. Ça devient tellement douloureux que vous pouvez tomber malade. Vraiment malade, hein? C'est-à-dire la personne tombe malade, vous voyez la personne est vraiment décomposée en fait. C'est vraiment douloureux, la personne est vraiment malade, les lèvres sèches, le visage livide, les yeux blancs, peut-être même d'autres peuvent avoir anémie, je sais pas, ça va me moquer, mais vraiment... Moi, en fait, c'est pas que c'est drôle. Mais quand tu es dans une relation médiocre et tu as gourmet, vraiment, il faut réfléchir. C'est-à-dire, ce n'est pas le moment d'avoir un gourmet. C'est le moment de se flageller même quasiment et de se dire, je devrais faire attention. Vous voyez? Mais malheureusement, on ne peut pas tout prévoir. La vie est ce qu'elle est. Nous, on est des humains, mais c'est ça le but, d'éviter et d'essayer du mieux qu'on peut de réduire ce genre de situation. Ça ne peut que faire du bien. Donc ça, c'est une étape très difficile que moi j'ai appelée séparation psychologique. Après la séparation psychologique, on en arrive à l'étape 3, qui est l'oubli de regarder même les scènes du passé. Donc, c'est là où vraiment, les personnes même qui se rappelaient de quand on marchait ensemble, quand on se promenait ensemble, quand on faisait certaines choses ensemble, on commence déjà à de moins en moins penser à ces moments-là. On ne se rappelle plus et le temps passe.
vous passez vos journées. Et là, tranquillement, on rentre dans l'étape 4. Parce qu'à partir du moment où la personne ne se rappelle plus de ces moments du passé qu'elle a passé, je fais beaucoup de tautologie aujourd'hui, qu'elle a fait avec cette personne, ça commence par devenir un peu normal. Elle a oublié un peu. Il y a des fois, il y aura des moments brefs qui vont arriver, mais elle oublie. Et après, un jour arrive, l'étape 4 commence. Tu passes tes journées sans te rappeler du nom de la personne, sans te rappeler même de comment la personne t'appelait, sans te rappeler même de comment la personne te touchait, te parlait, t'approchait, te faisait des choses. Mais, il y a un mais. Malheureusement, des fois, ou heureusement pour d'autres personnes, la personne ou l'ex-partenaire va revenir. Et là, vous pouvez retomber facilement à l'étape numéro 1 ou l'étape numéro 2. Mais ça peut aller graduellement. D'autres vont tomber d'abord à l'étape numéro 3, ensuite l'étape numéro 2, ou reculer complètement à l'étape numéro 1, ou carrément, comme je l'ai pensé là, que la relation reprend en fait. Mais bon, je ne pourrais pas me pencher sur ce sujet, mais c'est des choses qui arrivent, ça c'est la vérité. Donc, voilà les 4 étapes cruciales de détachement que vous allez devoir vivre et avec lesquelles vous allez devoir vraiment lutter pour être la personne que vous devez être, pour renaître en fait. Et ça vient maintenant avec l'acceptation de soi au parcours numéro 7. Et c'est là l'étape finale. C'est-à-dire à cette étape, vous avez accepté que oui, vous avez eu des torts. Vous avez mal fait. Mais vous avez compris que vous devez aller de l'avant et vous avez compris et accepté que je ne vais plus reprendre. Vous vous acceptez, vous vous êtes pardonné, vous vous redécouvrez. Peut-être qu'en faisant de nouvelles activités, vous avez développé une entreprise, vous avez développé un goût pour quelque chose et vous faites plaisir dans ce que vous faites. Vous dormez, vous n'avez plus d'insomnie, vous prenez le temps de vous reconstruire, vous avez de nouveaux amis, vous développez, vous vous enrichissez de nouvelles ondes en fait et vous évitez à tout prix les erreurs du passé. Voilà en fait le parcours d'une personne qui doit faire le deuil d'une relation, d'une ou des relations médiocres si jamais dans le passé elle n'avait pas eu à la faire. Il y a des personnes qui vont vivre des relations médiocres à répétition comme je vous ai dit, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Par contre, des fois, on peut penser qu'on s'en est sorti et retomber encore dans une autre. À ce moment-là, vous devez vraiment faire une reconstruction, une refondation de votre personnalité et bien étudier qui vous êtes et déterminer la personne que vous devez être. Et ça va passer vraiment par un moment plus ou moins long. Quand je dis long, c'est pas pour vous faire peur, mais un moment quand même assez prononcé où vous allez complètement vous rebâtir. Vous allez complètement changer qui vous êtes, où vous voulez aller et comment vous voulez y arriver. Et ça passe vraiment par la détermination, la réflexion et la prise de conscience de beaucoup de choses. Ce soir, je vous souhaite vraiment un agréable moment, une belle semaine. Continuez de bien faire ce que vous faites. Continuez de vous battre pour votre avenir et ne laissez personne éteindre la lumière qui attend vous. Je vous souhaite un bon moment encore. Portez-vous bien et à très bientôt pour un nouveau numéro.